Alors la question du moment en bourse, c'est est-ce que c'est la fin des entreprises de logiciels? Donc est-ce que l'IA va complètement tuer leur business? Donc il y a pas mal d'entreprises qui sont concernées, donc, dont le cours a énormément chuté ces derniers temps. Il y a notamment Adobe, dont j'ai déjà pas mal parlé, qui se retrouve là à moins de 12 fois le free cash flow, donc un plus bas en termes de valorisation depuis 2011. Depuis 2011. Il y a quoi d'autre? Il y a Salesforce qui est concerné, qui est à moins de 15 fois le free cash flow, plus bas depuis 2009 quand même. Il y a aussi Constellation Software qui a eu sa première baisse de plus de 20 ou 30%. Elle n'avait jamais eu plus de 20 ou 30% de baisse depuis son IPO. Et là, on est allé jusqu'à moins 55% avec, au moment où je tourne, un prix sur free cash flow de 15. Et je pense que cette action, la plupart des gens auraient même pas imaginé la trouver un jour en dessous des 25 fois le free cash flow. Ça pouvait paraître comme quelque chose de complètement impensable. Et il y a encore plein d'actions comme ça, ServiceNow et moultes autres. Et en fait, des situations comme ça où on anticipe que ça y est, c'est la fin d'une certaine entreprise, soit d'un certain groupe d'entreprises. On se dit, ça y est, à partir de maintenant, c'est terminé, ils sont disruptés. C'est quelque chose d'assez courant. En bourse, il y a très régulièrement des discours comme ça qui s'installent sur certaines actions ou sur certains secteurs. Et il y a aussi très vite des exemples qui apparaissent pour montrer ces risques, comme par exemple l'exemple de BlackBerry, avec la fameuse courbe du chiffre d'affaires en Burj Khalifa. Donc on voit une explosion puis un déclin, et aujourd'hui un business qui n'a vraiment plus rien à voir. Ils sont passés de presque 20 milliards de chiffre d'affaires en 2011 en une année à 537 millions. Donc voilà, on peut dire qu'en effet, le business a été tué. Et il y a l'autre exemple qui vient souvent, c'est Kodak, avec cette fois-ci le chiffre d'affaires en forme de tête d'éléphant, avec la trompe ici. Donc quand on se retrouve face à des actions qui ont des courbes de chiffre d'affaires qui ont ces formes-là, en général c'est mauvais signe, c'est que c'est pas terrible. Et donc pour donner un élément de réponse à cette question de est-ce que ça y est, les entreprises de software sont foutues, je voulais qu'on jette un œil à cet article donc, qui nous dit que entre 1955 et 2015, il y a 12% des entreprises du Fortune 500. Donc le Fortune 500, je précise, c'est les 500 entreprises américaines avec les plus gros chiffres d'affaires. Donc c'est pas le SP500. Le SP500, c'est par capitalisation boursière. Là, le Fortune 500, c'est pas un indice, c'est juste les 500 plus gros chiffres d'affaires aux États-Unis, quoi. Donc, qu'entre 1955 et 2015, seulement 12% des entreprises du Fortune 500 ont survécu sous l'effet de la destruction créatrice, moteur de la prospérité économique. Et quand je dis qu'elles ont survécu, c'est dans le sens où elles sont restées dans le Fortune 500, donc de 55 à 2015. Donc ici à droite, il nous donne justement les 12%, donc ça fait 61 entreprises. Donc on retrouve des noms assez connus, il y a Boeing, écoute, il y a Coca-Cola, il y a Pepsi, il y a bref, General Motors, Pfizer, Procter Gamble, etc. Et donc cet article nous dit que les 439 entreprises restantes ont été victimes de la destruction créatrice, mais il y a quelques problèmes dans cet article. Déjà, il y a une simple erreur, c'est qu'ils en ont oublié 11 déjà. Donc il y a simplement 11 entreprises qui en fait sont bien dans la liste des 500 en 55 et dans la liste des 500 en 2015, mais qui n'ont pas été citées ici. Donc ça fait, déjà on passe de 61 à 72. Il y a par exemple Colgate Palmolive dans le tas. Donc déjà il y a ça, mais c'est pas le seul problème de l'article, puisqu'il manque aussi toutes les entreprises qui ont été rachetées par d'autres entreprises de Fortune 500. Est-ce qu'il faut vraiment considérer qu'elles ont subi la destruction créatrice? Je pense pas. Donc, tu as par exemple Gillette, qui était dans les 500 en 55, qui a été racheté après 50 ans, donc en 2005, par Procter Gamble, qui était au moment du rachat à la 215e place, donc il était toujours dans le top 500. Et en 2015, donc à la fin de la période de l'étude, Procter Gamble était à la 32e place. Donc est-ce que Gillette, il faut considérer qu'elle a subi les destructions créatrices? Non, la réponse est non. Donc on peut l'ajouter, donc ça nous fait monter à 73. Et si on regarde Procter Gamble, ce que ça donne ça. Donc oui, aujourd'hui, c'est plus une entreprise à forte croissance, mais c'est ce qu'on peut appeler une vieille entreprise de qualité qui a probablement un gros dividende, qui est solide, qui a des gros remparts concurrentiels, qui a plutôt de croissance, mais qui reverse tous ses cash flows à ses actionnaires. On voit que le ROIC ici, il est très bon, à 30%. Le seul problème, c'est vraiment la croissance, mais ils sont quand même à leur chiffre d'affaires le plus élevé de leur histoire, quoi. Aujourd'hui en 2026. Et Gillette, c'est pas du tout la seule entreprise concernée dans cette catégorie. Il y en a plein, par exemple, il y a Otis, donc l'entreprise d'ascenseurs, donc qui a été rachetée en 1975 par United Technologies.
donc qui est resté 20 ans en tant qu'entreprise indépendante dans le top 500. United Technologies, en 2015, était 45e du Fortune 500. Et ensuite, il y a eu une série de fusions, de renommage d'entreprises ou de je ne sais quoi. Et aujourd'hui, l'entité dans laquelle il y a au final Otis, c'est RTX Corporation, qui fait aujourd'hui un chiffre d'affaires de 88,6 milliards. Donc ils sont sans problème dans le top 500 des plus gros chiffres d'affaires. Et c'est aussi le plus gros chiffre d'affaires de leur histoire. Donc c'est une entreprise qui se porte bien. On retrouve des fondamentaux qui ressemblent plus ou moins à ce qu'on a vu précédemment dans Procter & Gamble. Donc là, on a vu Gillette et Otis, mais je ne vais pas vous faire tous les exemples de cette catégorie-là, parce qu'en fait, il y en a quand même 73. Il y en a 73 qui sont concernés, donc qui étaient dans le Fortune 500 en 55, et qui, en 2015, n'y étaient plus, mais pas parce qu'elles sont mortes, simplement parce qu'elles ont été rachetées par d'autres boîtes du Fortune 500. Et donc, on ne peut pas dire que c'est des entreprises qui ont échoué. Donc en fait, on peut les rajouter aux 60, on était à combien? On était à 72 qu'on avait tout à l'heure. Et donc 72 plus 73, ça donne 145. Donc là, on est déjà quand même à 145 survivantes sur 500. On est passé on est parti, l'article nous disait combien déjà? 61. Voilà, on est passé de 61 à 145, mais c'est pas encore fini. Donc déjà, il faut savoir qu'il y en a 63 qui ont fait faillite. Donc c'est là, ok, il y en a 63 sur 500 qui ont fait faillite. On peut dire en effet qu'elles ont échoué et que c'est le résultat de la destruction créatrice, etc. Mais qu'en est-il des 292 qui restent? Donc là, si on prend les 145 et 500 moins les 145 qui sont toujours dans le Fortune 500, moins les 63 qui ont fait faillite, il en reste 292. Et bien ces entreprises, en fait, elles n'ont pas non plus toutes eu un destin terrible, en fait. Il y en a qui sont simplement sortis du Fortune 500, mais une entreprise peut sortir du Fortune 500 sans pour autant être en déclin. Elle peut avoir par exemple une croissance plus faible que d'autres. Il y en a aussi qui ont simplement été rachetées, mais par des boîtes qui sont hors du Fortune 500. Donc pareil, ces boîtes-là ne sont pas forcément mortes non plus. Un exemple de ça, c'est l'entreprise Eaton, Eaton avec un T, donc qui était 189e du top 500 en 1955, qui est sortie du Fortune 500 en 2013, donc elle a quand même fait 58 ans sur les 60 dans le Fortune 500. Mais pourtant, en juin 2021, sa capitalisation boursière était de 60 milliards et aujourd'hui, il est de 147 milliards. Donc, est-ce qu'on peut parler d'échec dans ce cas-là? Je ne pense pas. Ça, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise Eaton Corporation, donc qui en effet est plus assez élevé, probablement pour être aujourd'hui non plus dans le... Parce que là, l'étude s'est arrêtée en 2015, là on est en 2026, peut-être que ça a changé, mais... Je pense qu'en effet, 27 milliards 500 millions aujourd'hui, c'est peut-être plus dans le top 500, mais c'est quand même une boîte qui a continué à croître. Ici, en 85, ils faisaient 3 milliards 6 et maintenant ils font 27 milliards. Ça donne une croissance sur 5 ans de 9% par an, sur 20 ans de presque 5% par an. C'est certes pas énorme, je ne vais pas vous dire que j'investirais là-dedans, mais voilà, c'est une entreprise qui a quand même continué sa vie, qui a continué son activité, etc. Et d'ailleurs, même si on regarde la croissance du free cash flow par action, donc ce qui est le plus proche de la performance qu'on va avoir nous avec nos investissements, c'est pas si terrible, c'est pas si mal. Sur 10 ans, c'est 13% par an. Sur 20 ans, c'est 8,85 et sur 5 ans, c'est 5,3%. Ça reste plutôt correct, quoi. Donc, au final, où est-ce qu'on en est? On peut considérer, on va faire une approximation. Admettons qu'il y ait peut-être 20-25% sur ces 292-là qui ont quand même continué à tourner, donc voilà, qui n'ont pas subi un déclin. Donc ça fait 60 à 75 entreprises sur les 500. Et donc maintenant, si on fait le compte, on a les 72 qui sont restés dans le Fortune 500, donc après les 60 ans. Il y a les 73 qui ont été rachetés par d'autres boîtes du Fortune 500. Et il y a les peut-être 60 à 75 autres qui ont quand même continué à tourner, mais peut-être en dehors du Fortune 500. Et donc ça donne un total de 280 à 295 entreprises sur les 500 qui auraient échoué. Et donc de l'autre côté, un taux de succès de 40 à 45%. Donc qui est quand même loin des 12% qu'on voit là en surface, en titre de l'article, quoi. Donc ce que ça montre, c'est que oui, il y a de nouvelles entreprises qui remplacent des anciennes, mais ça se fait à un rythme plus lent que ce qu'on imagine. En fait, il y a une obsession des humains pour la disruption, pour le changement de paradigme. Voilà, ça, c'est des expressions qu'on entend extrêmement souvent, les gens adorent ça. Quand on s'intéresse à l'investissement, on entend tout le temps disruption, changement de paradigme, révolution, futur, etc. C'est en partie à cause, c'est à cause de biais humains, comme par exemple le biais de nouveauté. Le cerveau humain accorde plus de valeur à ce qui est nouveau qu'à ce qui est ancien. Mais pourtant, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, ce qu'on observe par défaut dans la plupart des situations, c'est pas le changement, c'est l'inertie en fait. Les situations comme ça de grands changements, c'est des événements ponctuels, exceptionnels, justement très remarquables, donc qui marquent les esprits. Mais en réalité, ce qu'on observe souvent, c'est plutôt une inertie, donc une continuité, c'est-à-dire
aujourd'hui qui ressemble à hier. Et donc, une entreprise qui est excellente aujourd'hui, il y a de grandes chances qu'elle soit toujours bonne dans 10 ans. S'il était bien il y a 10 ans, grande chance qu'elle soit toujours bien aujourd'hui. Et ça s'explique par le fait que les bons business, en fait, ils ont déjà surmonté plein de difficultés par le passé. Ils ont réussi à survivre pendant longtemps. Ils ont forcément surmonté des tonnes de difficultés pendant ces années-là. Ça augmente, c'est-à-dire qu'on a plus de raisons de penser, il y a de grandes chances qu'ils arrivent à surmonter les difficultés futures, quoi. Ils ont déjà survécu à plusieurs cycles, ils ont déjà éliminé des concurrents, survécu à des nouveaux concurrents. Donc ce qu'on peut conclure de tout ça et que j'applique dans ma stratégie d'investissement, c'est que déjà il y a peu d'intérêt à perdre du temps et perdre de l'énergie, à s'inquiéter de tous les hauts et les bas que peuvent vivre les bonnes entreprises qu'on a en portefeuille, quoi. En réalité, la plupart du temps, elles vont s'adapter, elles vont surmonter le truc. Et encore faut-il d'ailleurs que ce soit un vrai problème. Aussi, des fois, c'est des faux problèmes qui ne se mettent pas en réalité, mais qui sont juste là dans les médias pour créer de l'inquiétude, quoi. Puisque faire peur, c'est le moyen le plus simple, hein, pour un média d'avoir de l'attention. Deuxième point aussi, plutôt que de chercher le prochain gagnant, vaut mieux identifier ce qui a déjà prouvé sa capacité à survivre. Le taux de réussite sera beaucoup plus élevé et donc la performance au final sera bien meilleure, performance boursière. Et puis aussi, attention à toutes les fois où le sentiment général devient que un bon business serait en train de devenir nul, en fait, de mourir tout simplement. Parce que dans beaucoup de cas, et je dirais même la plupart du temps, ce sera faux. Évidemment pas dans 100% des cas, hein, mais je pense dans la plupart des cas. Et donc dans ces situations-là, ça va être des moments où il y a une forte incertitude. Comme l'incertitude, c'est perçu dans le cerveau humain comme une douleur, ça fait que donc beaucoup de gens supportent pas cette incertitude, ils perçoivent ça comme du risque, donc ils vendent. Donc les valorisations baissent, donc le risque réel baisse. Et donc c'est là que ça peut créer justement des opportunités. Et donc justement, il faut réussir à résister à développer une tolérance à l'incertitude en fait, pour justement ne pas avoir peur d'acheter à tort dans cette situation-là, et à l'inverse, ne pas vendre par peur, quoi. Et évidemment, cette logique-là, elle ne marchera pas dans 100% des cas. Il y a des très bonnes entreprises qui vont décliner, hein, ça arrive. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que sur une action, oui, mais au niveau d'un portefeuille d'actions, un minimum diversifié, celles qui vont justement pas décliner, celles qui vont continuer sur leur trajectoire, vont largement compenser celles qui finiront par décliner, quoi. En gros, pour le dire plus simplement, les gagnants surcompensent largement les perdants, quoi. Et donc sur le portefeuille dans son ensemble, ça donnera une bonne performance, quoi, des bons résultats. Donc voilà, ça, c'est un des points parmi d'autres qui font que je suis plutôt positif, moi, sur le secteur sur les actions du secteur des logiciels en ce moment, quoi. Et pour terminer cette vidéo, je vous ai fait un PDF avec la liste de mon top 3 des meilleures et des pires actions pour 2026. Donc pour récupérer ça, c'est le premier lien en description ou bien le bouton qui s'affiche en plein milieu de l'écran maintenant. Et à plus.